Des actualités de la prise en charge des outils et surtout des nouvelles recommandations de la Société française d'endoscopie et de la place de l'endoscopie du traitement médical. Donc vous le savez, les NITI, ce sont des maladies chroniques qui ont des rechutes fréquentes et l'atteinte du grêle est très fréquente puisqu'elle atteint 2 tiers des patients au moment du diagnostic. L'iléon le plus fréquemment atteint, il est facilement accessible par l'endoscopie. Par contre, n'oubliez pas que le grêle proximal est atteint chez 1 tiers des patients. Et le fait d'avoir une iléoscopie normale ne va pas exclure une maladie Crohn, donc il est recommandé de faire une exploration du grêle. Alors, les recommandations de la SFED se sont adressées d'abord à la place de la vidéocapsule du grêle, en s'appuyant sur les recommandations de l'HAS, c'est-à-dire qu'elle est indiquée chez les patients qui sont hautement suspects de maladie Crohn, si les explorations endoscopiques et radiologiques sont négatives. Le problème, c'est qu'en vidéocapsule, il n'y a aucune lésion qui soit très spécifique. Donc les critères de diagnostic qui sont acceptés, c'est la présence de plus de 3 ulcérations en dehors de la prise anti-inflammatoire. Et un des critères très pertinents pour le diagnostic, c'est de voir augmenter le nombre d'ulcères quand on va vers l'iléon. Le consensus ECHO dit que la vidéocapsule est plus performante pour l'identification des lésions muqueuses que les explorations radiologiques. Par contre, vous l'avez vu, il y a un risque de diagnostic excessif. Alors la vidéocapsule va permettre d'affirmer une maladie Crohn active, bien sûr si les autres examens sont négatifs, et si elle est normale, ça va éviter un traitement inutile. Elle peut découvrir des lésions proximales au niveau jéjunal qui sont des facteurs indépendants de récidive de la maladie. Par contre, il y a un risque de rétention, bien sûr, dans cette pathologie inflammatoire. Il y a donc un intérêt à faire auparavant une capsule Patelsi. En cas de suspicion de maladie Crohn, le risque de rétention est identique à celui de la population générale. Par contre, si la maladie Crohn est connue, le risque est très élevé et atteint 13%. La vidéocapsule a aussi un intérêt pour évaluer la sévérité et l'extension de la maladie. Il y a un score de l'ELIS qui existe, qui est un petit peu compliqué, qui va différencier le grêle en 4 segments, qui va se baser sur l'érythème, l'œdème, la nodularité et l'existence d'ulcération. Il y a un score le CEC-DAI qui va diviser, qui est plus simple, qui va diviser la moitié du temps d'enregistrement, la première partie pour le jéjunum, la deuxième partie pour l'iléon, qui va évaluer l'inflammation et l'extension. Il est classé de 0 à 26 et actuellement il y a un nouveau score de vidéocapsule qui est en cours d'élaboration par le GTEC. Elle peut également évaluer la récidive post-opératoire en utilisant le score de Rügert, si elle est indiquée, si l'iléocoloscopie est incomplète ou si elle est contre-indiquée, et elle va rentrer dans le cadre de l'évaluation de la cicatrisation muqueuse. Dans la rectocolite hémorragique, la vidéocapsule du grêle, bien sûr, elle n'est pas nécessaire dans le diagnostic de la RCH. C'est une indication qui peut être acceptable quand il y a des symptômes inexpliqués, quand il y a une anémie pour rechercher d'autres pathologies. Après anastomose iléoanale, la présence de lésions n'a pas de signification claire et avant cette intervention, la présence de lésions est non prédictive de l'évolution après chirurgie. À l'heure actuelle, la vidéocapsule conique n'est pas recommandée pour l'estimation de la sévérité de la maladie. Et dans les NITI inclassés, ça va permettre d'identifier des lésions qui peuvent être compatibles avec une maladie Crohn, mais si l'examen est normal, ça ne va pas exclure une évolution éventuelle vers une maladie Crohn. Quelle est la place de l'entéroscopie? Donc les techniques d'entéroscopie les plus utilisées, c'est l'entéroscopie double ballon, qui va explorer le jéjunum, la première partie de l'iléon. L'entéroscopie simple ballon, c'est l'Olympus. Et la technique d'entéroscopie spiralée, c'est le spirus avec un surtube qu'on va enrouler pour faire remonter l'intestin. Alors, quelle est sa place? Devant une suspicion de maladie Crohn, elle va permettre de réaliser des biopsies si elles sont nécessaires, elle va permettre l'analyse de lésions atypiques. Par contre, elle sera guidée, voix haute ou voix basse, par les lésions qui auront été visualisées par la vidéocapsule. Quand la maladie est connue, ça peut permettre d'exclure un diagnostic différentiel, un lymphome, un cancer, une tuberculose. Et actuellement, il y a un essai du GTEC pour la surveillance de la dysplasie au niveau de l'intestin grêle.
Elle peut également avoir un intérêt thérapeutique pour une dilatation d'une sténose fibrose, une extraction de corps étranger, en particulier la capsule, et peut permettre dans certains cas un geste hémostatique. Quelle est la place de l'endoscopie thérapeutique? La place de l'endoscopie thérapeutique s'adresse principalement aux sténoses, soit aux sténoses anastomotiques, soit aux sténoses fibreuses, mais il faut que ce soit des sténoses qui soient courtes, moins de 4 cm, il faut qu'elles soient symptomatiques, ça c'est très important, il faut qu'elles soient uniques et non pontiques. Alors, on dilate au ballonnet hydrostatique, il est recommandé de ne pas dépasser 18 mm de diamètre, puisque c'est un bon compromis. Il n'est pas nécessaire d'essayer de passer l'endoscope à travers la sténose, parce que ça n'a aucune valeur pronostique au niveau clinique. Le succès technique, comme toutes les dilatations élevées, les complications graves que sont l'hémorragie et la perforation sont assez faibles. On a également à notre disposition les prothèses expansives, prothèses métalliques, soit totalement couvertes, mais il s'agit de sténoses fibreuses, et il y a un risque de migration. Actuellement, vous l'avez vu lors de vidéos digestes, il y a des prothèses qui sont partiellement couvertes et asymétriques qu'on va laisser 7 jours, puis retirer. Le problème des injections locales de corticoïdes, il y a un faible niveau de preuve, et pour l'instant, c'est non recommandé en systématique chez l'adulte. Alors, la SFED a proposé un algorithme diagnostique en cas de suspicion de maladie de Crohn. Bien sûr, c'est basé sur la biologie, et les marqueurs biologiques, en particulier la calprotectine fécale. On commence bien sûr par les examens endoscopiques classiques, en pensant à faire des biopsies duodénales et gastriques. Si le diagnostic de maladie de Crohn est fait, on va évaluer l'extension par les examens radiologiques en fonction de votre sang, plutôt une entéro-IRM pour éviter l'irradiation des patients. Si l'examen est normal, on fera une imagerie du grêle. Si celle-ci est normale, mais qu'on a malgré tout une très forte suspicion de maladie de Crohn, on proposera la vidéocapsule. Si celle-ci est normale, ça éliminera le diagnostic et il faudra essayer de rechercher une autre pathologie. Si elle est pathologique avec des lésions en faveur de maladie de Crohn, il faudra peut-être envisager la réalisation d'une entéroscopie pour avoir des biopsies. Bien sûr, s'il y a une suspicion forte de maladie de Crohn ou de sténose, il faudra discuter l'entéroscopie. Alors, quelle est la place de l'endoscopie? Bien sûr, dans le diagnostic initial, pour juger de la sévérité de la topographie en utilisant les scores de gravité, et elle est indispensable au cours du suivi, puisque c'est un élément de pronostic, puisqu'à l'heure actuelle, l'objectif thérapeutique est d'obtenir la cicatrisation muqueuse. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition consensuelle de la cicatrisation muqueuse endoscopique, mais plusieurs études ont démontré que quand on obtenait, l'évolution était favorable à court et à moyen terme, que ce soit dans la rectocolite hémorragique ou dans la maladie de Crohn. En fait, il faut avoir une bonne pratique de l'endoscopie dans le multi en décrivant de façon précise les lésions élémentaires et la topographie, et essayer d'évaluer la maladie par les scores endoscopiques. Alors, quels sont les scores qui sont à notre disposition? Dans la maladie de Crohn, c'est le CDE-IS, c'est le seul score à l'heure actuelle qui est validé. Il est coté de 0 à 44 points, il est un petit peu compliqué, un petit peu long, il est chronophage en salle d'endoscopie. Quand il est inférieur à 6, on parle de rémission endoscopique. S'il est inférieur à 4, c'est une rémission complète endoscopique. Et si la diminution du score est de plus de 5 points, on parlera de réponse endoscopique. Comme ce score était un petit peu compliqué, l'équipe de Louvain a défini le score simplifié d'endoscopie, mais c'est un score qui pour l'instant n'est pas validé. Le problème, c'est qu'il ne retient pas les ulcérations profondes, par contre il est très bien corrélé au CDE-IS, mais il n'y a pas de seuil de rémission endoscopique. Dans la maladie de Crohn opérée, il faut utiliser le score de Rugert. C'est un score qui n'est pas validé, qui est très simple à utiliser en pratique courante, qui bien sûr n'est pas applicable pour le Crohn colique. Il a 5 stades en fonction de l'importance des lésions et il ne s'adresse qu'au néo-iléon terminal. Par contre, il est important puisqu'il est prédictif des récidives cliniques dans les 5 ans qui suivent la chirurgie. Les scores endoscopiques dans la RCH, pour l'instant, il n'y a aucun score qui soit validé. On se base sur les lésions élémentaires que sont la mauvaise visualisation de la trame vasculaire, l'aspect granité, l'aspect de muqueuse friable, les saignements spontanés ou provoqués et la présence d'érosion et d'ulcères. On utilise le sous-score endoscopique Mayo. Le score Mayo, il utilise à la fois des items cliniques et endoscopiques.
Et on utilise donc en salle d'endoscopie ce sous-score Mayo. Le problème, c'est qu'il ne tient pas compte des signes de gravité qui sont les ulcérations profondes, les ulcérations en puits, les décollements muqueux. Si le sous-score est inférieur à 1, on parlera de cicatrisation muqueuse endoscopique. S'il est entre 2 et 3, il n'y a pas de cicatrisation muqueuse endoscopique. Un autre score qui est en cours de validation, c'est le UCEIS, avec des items qui sont reproductibles sur la trame vasculaire, sur les saignements, sur les érosions, dont les ulcérations profondes. Alors, quel est l'intérêt de ces scores? Si on considère que la cicatrisation muqueuse de la maladie de Crohn, c'est l'absence totale d'ulcération, la définition, bien sûr, reste un peu restrictive, il n'y aura pas d'évaluation des lésions sous traitement. Et puis tout le problème actuel, c'est, pour lequel on n'a pas encore de réponse, c'est quel degré de cicatrisation muqueuse va changer l'histoire naturelle de la maladie. Dans la cicatrisation muqueuse pour la rectocolite hémorragique, c'est un peu plus simple, c'est la disparition de tout saignement, la disparition des érosions et des ulcères. On accepte quelques anomalies de la trame vasculaire en dehors de toute autre anomalie. En fait, d'utiliser les scores, ça va nous permettre une appréciation fine et quantitative de l'évolution sous traitement. Tout le problème, c'est est-ce qu'il va falloir optimiser le traitement en fonction de la cicatrisation muqueuse. Alors, à quel moment va-t-il falloir juger de la cicatrisation muqueuse? Donc, ces dates ont été sortes des données des essais cliniques. Dans la rectocolite hémorragique, elle doit être faite par rectosigmoïdoscopie 6 à 8 semaines après le début du traitement. Dans la maladie de Crohn, par iléocoloscopie, à 6 mois, puis à 18 mois du traitement. Autre question, c'est la surveillance des Mickey coli, que ce soit RCH ou maladie de Crohn. Alors pourquoi il faut les surveiller? Parce qu'il y a un surrisque de cancer colorectal, ça on le sait, que ce soit dans la RCH ou la maladie de Crohn colique, avec un pronostic identique dans ces pathologies au cancer colorectal sporadique. Qui faut-il surveiller? Alors il y a des facteurs de risque qui sont très bien identifiés. C'est d'abord l'ancienneté de la maladie, sauf qu'on avait peut-être un petit peu surcoté à une époque le risque de cancer colorectal. Bien sûr, la cholangite sclérosante multiple, puisque le risque est multiplié par 4. Et puis des facteurs qui sont liés au patient. Patient qui a un antécédent familial de cancer colorectal, qui a une extension macro-microscopique au-delà de l'angle gauche, la persistance d'une activité inflammatoire sous traitement, la présence de pseudopolypes ou de sténose. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut faire ces endoscopies de surveillance au cours de la maladie? Il est recommandé actuellement de la réaliser 6 à 8 ans après le début de la colique, en fonction de la topographie de référence, c'est-à-dire la topographie maximale au cours de l'évolution. On ne surveille que les colites gauches et les pancolites au cours de la RCH, et bien sûr au cours des maladies chroniques. À quel rythme est-ce qu'il va falloir les surveiller? C'est selon le niveau de risque, ce sont les recommandations de l'ECHO. S'il y a une cholangite sclérosante avec une colite, c'est une coloscopie annuelle. S'il y a des antécédents personnels de dysplasie, c'est également une coloscopie tous les ans. Si ce sont des patients à haut risque, à 3 à 4 points, coloscopie tous les 2 ans, et des patients à risque modéré tous les 3 à 4 ans. Alors, ce qui est très important, c'est comment faire l'endoscopie de surveillance. Il faut la faire au cours d'une maladie quiescente, c'est-à-dire en dehors de toute période inflammatoire, avec une préparation qui est optimale, avec éventuellement des préparations fractionnées, sans hésiter à utiliser les pompes à lavage. En utilisant des endoscopes de dernière génération, ou définition, en utilisant la chromo-endoscopie qui va permettre des biopsies ciblées autour des lésions qui sont visibles et surtout sur leur pourtour. Et s'il n'y a pas de lésions visibles, il faut faire des biopsies étagées tous les 10 cm en cadran. Et ces biopsies vont rechercher une inflammation histologique. Alors, quelles sont les lésions qu'on va rechercher? C'est important de savoir ce qu'on recherche. Tout d'abord, les polypes adénomateux, ce sont des polypes qui sont en amont des segments inflammatoires qui correspondent à des adénomes sporadiques. Ensuite, la terminologie a un petit peu changé. C'est les anciennes ALM, qui sont des lésions qui sont semblables à des adénomes, mais qui apparaissent au sein de la colite, c'est-à-dire au sein des lésions qui ont existé, qui ont un pic pattern 3 ou 4 dans la classification CUDO, qui sont en général bien délimitées, sessiles ou pédiculées. Et puis les anciennes dames, qui sont des pages, des plaques veloutées, des nodules un petit peu irréguliers, des épaississements muqueux, des masses à large base d'implantation.
Alors qu'est-ce qu'on va faire devant une dysplasie, puisque c'est ça qu'on recherche? C'est un diagnostic qui est histologique, qui est toujours très difficile, donc il faut toujours demander une deuxième lecture. Donc en cas d'ancienne ALM, le traitement endoscopique est possible, que ce soit une dysplasie de bas grade ou une dysplasie de haut grade, à condition que la muqueuse alentour soit non dysplasique, que la résection soit complète à marge saine. Dans les formes plus importantes, donc dans les anciennes dames, c'est que ce soit dysplasie de bas grade ou dysplasie de haut grade, c'est une colectomie totale, parce qu'il y a une fréquence élevée de dysplasie ou de cancer synchrone ou métachrome. Un adénome en zone saine, on traite endoscopiquement, puis on fait une surveillance classique qui est identique à celle des adénomes sporadiques. Par contre, si on trouve une dysplasie sans lésion surélevée ou en muqueuse plane, en cas de dysplasie de haut grade, il faudra une colectomie totale. En cas de dysplasie de bas grade, il n'y a pas de consensus. Et on peut réaliser des coloscopies annuelles de surveillance. Donc vous voyez, la place de l'endoscopie dans les MICI, en fait, elle est centrale. Tout d'abord, bien sûr, au moment du diagnostic, pour juger de l'extension des lésions, puis au cours du suivi, pour juger de la cicatrisation muqueuse, éventuellement adapter des traitements, dans le dépistage de la dysplasie, et elle a également un rôle thérapeutique. Alors, quelle stratégie thérapeutique? L'histoire naturelle des MICI, vous savez, c'est l'inflammation. Dans la maladie de Crohn, c'est une inflammation. J'accélère. Discontinue et transradicale. Dans la RCH, c'est une inflammation muqueuse expressive. Et s'il n'y a pas de contrôle, ça va aboutir à des complications et à l'agitation. Donc le traitement médical, c'est la stratégie conventionnelle, et Saint-Casa avec les immunosuppresseurs, les anti-TNF, avec une discordance entre rémission clinique et endoscopie, et souvent on introduit les immunosuppresseurs un petit peu trop tard. Et ceci ne diminue pas le risque de chirurgie ni l'histoire de la maladie. Donc on va essayer de contrôler la maladie avant l'installation des dommages. Donc on va essayer d'avoir un traitement personnalisé qui est adapté à la sévérité. Les facteurs de mauvais pronostic sont les critères de localisation évolutifs et les facteurs aggravants liés aux patients, en particulier le tabagisme, le jeune âge de diagnostic, le profil génétique, qui sera peut-être à bientôt à notre disposition. Il faudra toujours bien sûr juger du bénéfice-risque du traitement. Alors quels sont les traitements qui permettent la cicatrisation muqueuse? Il n'y en a pas beaucoup. Dans la maladie de Crohn, c'est la nutrition entérale, les turpitudes et les anti-TNF. En sachant que les anti-TNF en monothérapie ne permettent une cicatrisation muqueuse endoscopique que dans 30% du cas. Alors actuellement, on propose un step-up accéléré avec un contrôle serré pour tenter d'optimiser le traitement et le maintien de la cicatrisation muqueuse. Pour l'instant, l'ECHO ne recommande pas d'intensification de traitement s'il y a une rémission clinique sans cicatrisation muqueuse, mais certains, en particulier l'équipe de Louvain, a fait une proposition de monitoring dans la prise en charge de la maladie de Crohn, avec des inductions anti-TNF, une surveillance et des modifications de traitement s'il n'y a pas de cicatrisation. L'autre stratégie, c'est la stratégie top-down, avec une décroissance thérapeutique rapide, et l'anti-TNF va permettre un pont vers l'immunosuppression avec une épargne en corticoïdes. Par contre, le souci, bien sûr, du traitement anti-TNF, ça va être un risque de surtraiter les patients. Et l'étude de Holmes a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes à 18 et à 24. Dans la récidive post-opératoire, le but, c'est de diagnostiquer avant la récidive clinique et de traiter avant les symptômes. Donc les recommandations de l'ECHO, c'est de réaliser une endoscopie à 6 et à 12 mois. Si la première endoscopie est normale, réaliser une endoscopie à 2 ans en utilisant les scores de Widertz. Alors, en fonction du traitement préventif, en fonction des risques de rechute, le sont les facteurs de risque. S'il n'y a aucun facteur, pas de traitement, on les à l'asile, puis une intensification thérapeutique. En traitement curatif, en fonction des scores de Widertz, soit la poursuite du traitement en cours, soit une optimisation des traitements. Dans la maladie de Crohn, est-ce que le problème, c'est de savoir si on va pouvoir faire une désescalade thérapeutique? Donc l'étude de Louis a montré, en fonction des facteurs prédictifs, après l'arrêt des anti-TNF, que s'il y avait moins de critères, la rechute était rare. S'il y avait plus de 6 critères, la rechute était systématique dans les 12. Dans le traitement de la RCH, tous les traitements de la RCH peuvent induire une cicatrisation muqueuse. Par contre, un message important, le Saint-Casa de Gras doit être systématique chez tous les patients porteurs d'une rectocolite hémorragique, puisque c'est une prophylaxie du cancer colorectal. Donc en conclusion, le traitement optimisé en fonction des facteurs de risque, la surveillance endoscopique,
Les scores de sévérité en utilisant les biomarqueurs, en essayant d'obtenir une cicatrisation muqueuse, va permettre une réduction des résections chirurgicales. Je vous remercie.